Bonsoir à tous et bienvenue dans notre buffet froid. Ici Fred, Et toujours Léo. et nous vous souhaitons la bienvenue sur l'épisode 2. Non, c'est pas l'épisode. Ah, Ah Fred, oui, il va falloir ça que y tu- est, il va oui, falloir non, que tu mais suives un c'est peu. quand même l'épisode, c'est la deuxième partie de l'épisode 1. Ce qui est pas pareil que Ce qui n'est l'épisode pas pareil, 2. mais en fait, vous pourrez le prendre comme un deuxième épisode. Pour quand même. vous, ce sera une deuxième diffusion parce qu'on a tellement parlé la dernière fois et vous allez voir qu'on va encore tellement parler cette fois que certainement il y aura d'autres choses à dire pour une prochaine fois. Mais en attendant, on va s'y remettre, hein, Fred. On va s'y remettre. Et j'ai trouvé un nom pour nos auditeurs, les buffettistes. Ah, j'aime bien, on va garder ça. On va garder ça. Bon, ben, bienvenue les buffettistes à cette deuxième partie de l'épisode 1. Eh bien, bienvenue. Pour ma part, je suis allé, après la cave, je suis allé dans les salles obscures. Donc, je suis allé au cinéma avec une de mes amies et il y a déjà l'année dernière, hein, à l'avant-dernière fête du cinéma, on en a profité pour aller voir Immaculée. Ah, c'est si vieux que ça? Oui, ça date de l'année dernière. 2023, ça date? Oui, si je me souviens bien. Je vais préciser la date, mais je pense que c'était pas cette fête du cinéma, c'était l'autre. Donc Ok. c'était l'année Il me dernière. semblait que c'était il y a pas si longtemps que ça que tu m'en avais parlé. Eh ben, 6 mois peut-être, 8 mois, ça fait pas si longtemps, 6-8 mois dans une vie. Bah, C'est court. ouais. Oui, oui. Immaculé, il est donc classé dans l'épouvante horreur thriller. Et vous l'entendez LOL. déjà rire, donc vous pouvez vous attendre un peu à ce qu'il va vous dire. Ah non, je t'ai menti, il date de mars 2024. Et il me semblait bien que c'était plus Donc, récent. mon cerveau a l'a donc un peu mis au rencard. Mais j'en parle parce que je trouve qu'il est intéressant sur certains points. La réalisation est de Michael Nohan. Il n'est pas très connu du grand public, même s'il a quelques films à son actif, tels que This Is How You Die, The Voyeur. La musique a été orchestrée par Will Bates. Par contre, la bande originale est très très belle, je le dis parce que c'était un des points positifs que j'ai trouvé au film. Donc je dois avouer Un des seuls, vous avez entendu. j'ai failli ma langue à fourcher, Charléo. Le scénario est écrit par Andrew Lobel. Dans les principaux rôles, on y trouve Sydney Sweeney, c'est le rôle principal, et Alvaro Morte, Surona Tabasco. Le synopsis du film est comment dire, je vais le faire comme je l'ai écrit parce que je voulais faire une petite blagounette, mais c'est pas grave, je la ferai pas. Cecilia, une femme de foi dévote, se voit offrir une place dans un illustre couvent au cœur de la campagne italienne. Ce couvent devient rapidement un piège qui se referme sur Cecilia. En effet, derrière les apparences toutes belles du couvent, sa nouvelle maison recèle un terrible secret. En fait, le couvent abrite en son sein une relique du Christ. Le père, alors excusez-moi de la prononciation, le père Saldetecci, alors excusez-moi s'il y a des Italiens qui nous écoutent, joué par Alvaro Morte, aidé de la mère supérieure, joue un peu à Dieu. Il n'a pas compris son rôle. Il n'a pas trop compris son rôle. Il prélève du sang de Jésus-Christ sur la fameuse relique. Il essaie de le cloner en inséminant des bonnes sœurs. Ça ne marche jamais. Et après quelques essais donc infructueux, le réceptacle idéal est trouvé en la personne de Cecilia. Elle est donc inséminée à son insu et commence donc une grossesse immaculée, entre guillemets, d'où le nom du film. Pendant sa grossesse, Cecilia découvrira qu'être la prochaine Sainte Vierge n'est pas de tout repos. Pour son salut, Cecilia devra comprendre ce qui lui est arrivé et surtout fuir le fameux couvent. Oui, c'est carrément glauque comme sujet. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas un film d'action. Le rythme est lent et encore je pèse mes mots. Le scénariste et le réalisateur, ils ont essayé, et je dis bien essayé, de distiller de la peur, de l'angoisse, mais non, il y a rien d'effrayant dans le film. Pas pris. Ça a pas du tout pris. Moi, ça m'a même fait rire par moments. Mais d'ailleurs, il n'arrive plus à s'arrêter de rire chaque fois qu'il parle de ce film parce que moi, il m'en avait déjà parlé 6 mois et il rigolait déjà.
Alors, juste pour la petite anecdote, dans la salle de cinéma, nous n'étions pas très nombreux. Ça, c'est souvent le cas avec les films d'horreur, à part ceux qui sont très médiatisés. Nous étions 4 dans la salle et nous avons tous beaucoup ri. Même mon ami à côté a beaucoup ri. Les jumpscares sont pas très nombreux et c'est un rare point positif du film. Oui, ça c'est plutôt pas si mal que ça. C'est pour ça que faire peur différemment. C'est pour ça que je le souligne. L'autre point positif est qu'il tranche avec les films à grand budget comme La Nonne. Je trouvais ça aussi intéressant de le notifier parce que malgré tout, il essaie quand même d'apporter une touche de suspense, je dirais. Je vais en finir avec les points positifs. Le jeu d'acteur de Cecilia Sidney-Sweeney est à souligner. Elle tire son épingle du jeu. En effet, elle joue admirablement bien malgré le scénario très nul. Je le dis brut de décoffrage parce que vous verrez en conclusion, vous allez être assez surpris. Et enfin, les décors sont somptueux. Le couvent est magnifique. Les extérieurs sont magnifiques. La campagne italienne, c'est en pleine campagne italienne. Ça donne envie même d'aller dormir là-bas. Vous déambulez dans des couloirs gothiques, sombres, des jardins fabuleux. Il y a un laboratoire digne du docteur Frankenstein, super équipé dans les caves du couvent. Ah, et c'est pour ça que les fidèles donnent de l'argent à la caisse. Exactement, pour que le couvent puisse s'équiper en éprouvette, je sais pas comment on appelle ça, qui fait bip 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 bip. Et électroencéphalogramme. Exactement, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire un clone du Christ au final? Pour relancer la foi catholique. D'accord. Tout est question autour de la foi catholique. La fin du film est gore. C'est surtout, moi je pense, un peu aberrant. Elle arrive au bout de sa grossesse, elle n'accouche pas d'un Jésus, mais d'une espèce de monstre qu'elle réduit à néant à l'aide d'un caillou quand elle s'est battue avec le curé. Je spoil le tout. Sans pitié. Je suis sans pitié sur ce film. Dans ce film que je classerai plutôt dans le côté dramatique, il n'y a qu'effrayant sa mollesse et le peu d'imagination dont il fait preuve. C'est fort dommage car l'idée de base était intéressante. Cloner Jésus et faire à nouveau un regain de foi par une insémination aurait pu être assez pointu et assez intéressant, mais ça retombe comme un soufflé. Je ne regrette pas de n'avoir payé que 5 € ma place, puisque j'y suis allé avec une de mes amies pendant la fête du cinéma. Et mon avis sur ce film va être un peu à l'opposé de ce que je dis, mais je suis toujours dans la contradiction. Je pense que ça va être... il a eu de très bonnes critiques. Oui, me semble. Toutes les critiques que j'ai lues étaient bonnes, que ça soit... Voire dithyrambiques. Voire dithyrambiques par la presse. Alors, les spectateurs me rejoignent beaucoup, pour certains. D'autres ont été... Alors, on veut des statistiques. Tu dis, ils me rejoignent beaucoup pour certains. On est sur quel pourcentage? Alors, ce que j'ai lu sur le site Allociné, il y avait à peu près, j'ai lu, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup d'avis, il y en avait une centaine. J'en ai lu une trentaine. Sur les 30, il y en a 20 qui ont été déçus. Donc, je pense que sur 30 sur 100, on est pas mal. Donc, 70% de 70% de déçus. Le reste, le classer un peu comme moi, pas un film d'horreur, sauf sur la fin. On est vraiment sur très gore parce qu'on voit le bébé, on le voit en gros plan, on voit qu'elle le fracasse avec le caillou, donc on voit du sang gicler sur sa robe, des bouts de chair. Enfin, c'est assez dégueu la fin. Et c'est un thriller parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce film, et c'est pour ça que ça va faire un nanar en fait. Et quand je dis nanar, c'est dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme. Ça va faire un nanar parce que ce qui est intéressant, c'est toute la progression qu'elle fait à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte. Donc elle arrive au couvent, elle est vierge, bien entendu, et elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Et tout ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle va réussir à se sortir des griffes de toute cette machinerie qui est mise en place autour d'elle. Et c'est assez intéressant parce que
C'est un peu comme Sigourney Weaver dans Alien, où elle fait preuve d'un courage qu'elle n'a pas en plus avec un bide énorme, bien entendu, d'une femme enceinte. Et vers la fin, elle est au bord de l'accouchement et elle arrive à se battre avec le curé, qui est quand même un homme qui lui fait 2 têtes de plus qu'elle, assez bien musclé, et elle lui met une raclée comme il en peut plus. Le pauvre, il a pris, on peut le dire vulgairement, mais là je suis vulgaire parce que ça va bien dans le film, il a pris sa race, le curé. Donc elle tue la mère supérieure, mais d'une façon magistrale. Elle lui plante un tournevis, si je me souviens bien, dans la gorge. Elle éclate la tête de l'autre sœur qui voulait l'arrêter. Et après, on la voit quand même. Ce qui est intéressant, c'est que le château devient aussi, elle est tellement contente d'y aller dans ce couvent que en fait, c'est un énorme couvent. Elle est tellement contente d'y aller que on voit au fur et à mesure la déception qu'elle a par rapport aux attentes qu'elle avait, et on la voit se transformer au fil de la grossesse et au fil de sa captivité, parce que au final, elle est captive, parce qu'ils veulent, même quand elle perd beaucoup de sang pendant la grossesse, ils veulent même pas l'envoyer à l'hôpital. Ils font venir un obstétricien, je vais y arriver. Un obstétricien. C'est ça. Au couvent, qui prend le monitoring, il fait tous les examens, il l'amène jamais, il la laisse dans son sang, elle s'enfuit, il la récupère, elle est baignée de sang, il la laisse comme ça sur le lit baignée de sang, il la lave même pas. Donc il y a des scènes à peu près qui sont un peu sales. Et ce film, je suis très content d'y être allé, parce que j'ai passé quand même un bon moment, parce que j'ai beaucoup ri. Donc voilà, j'ai pas eu peur. Sur l'échelle du trouillard, je n'ai pas honte de lui mettre que... Je lui mets 4 parce que je suis un peu intransigeant, et que les critiques étaient tellement bonnes que je m'étais fait... La bande-annonce est très bien faite, parce qu'elle donne envie d'aller le voir. La bande-annonce, elle est assez courte, et on ne voit que très peu de choses. Et on sent qu'il y a quand même une ambiance assez particulière. Alors, effectivement, il y a une ambiance assez particulière, oui, mais pas d'horreur, et pas d'horrifique, pas de terrifiant. Donc sur l'échelle du trouillard, j'y mets, je suis généreux, la note de 4. Oui, je trouve que tu es généreux par rapport à ce que tu décris. Je suis généreux parce que j'aime pas mettre de mauvaises notes. Bon, c'est pas non plus une bonne note. Non, c'est pas une bonne note, mais c'est pas une mauvaise note quand même. J'aurais pu mettre un 1. Ça passe. Par contre, je le redis, l'actrice principale, elle joue très très bien, et je trouve que c'est ce qui fera passer à la postérité de Nanar le film Immaculé. On est sorti du film avec mon ami, on a fait un jeu de mots, vous vous rendez bien compte lequel c'est, sur le prix et le film, rapport prix-film, donc voilà. Et elle est sortie comme moi, elle a beaucoup ri, et très déçue aussi. Je pense que les 2 autres personnes étaient assez déçues aussi, parce qu'ils n'ont pas attendu la fin du générique pour partir. Dès que ça a été fini, ils sont partis. Nous avons attendu la fin du générique. On s'est dit peut-être une scène post-générique. Il faut optimiser les 5 euros. Les 5 euros, mais non, rien n'y a fait, pas de post-générique non plus. C'était... pour vous en dire, même temps, elle allait pas réunir toute une équipe d'immaculés. on sait pas, on sait jamais. C'était pour, j'ai voulu le présenter parce que je trouve que c'est ce genre de film qui passe à la postérité et qui deviennent des nanars, et que tout le monde va en parler à un moment de ce film. Je sais pas, parce que quand tu parles de nanar, la frontière pour moi entre le navet et le nanar, c'est que le navet, tu t'ennuies. Le nanar, tu passes un bon moment. Et toi, t'as l'air entre deux, là, quand même. T'as rigolé, mais t'as l'air de t'être pas mal ennuyé aussi. Je me suis pas réellement ennuyé. Il y a des moments aussi, c'était un peu long, mais le film en lui-même, il n'est pas ennuyant, vu qu'il est drôle. Enfin, moi, je l'ai trouvé drôle. Donc, on l'a trouvé drôle. Je pourrais même dire, mon ami l'a trouvé drôle aussi. Mais c'est pas un navet. C'est pas un navet, parce que les décors, le jeu de l'actrice, le jeu du curé aussi, le jeu d'acteur du curé est très bon quand même. Même les costumes sont jolis. Il y a que qui te le vendent comme un film d'épouvante, alors que pour moi c'est pas un film d'épouvante. C'est vraiment pas, ça me fait même pas penser à Trisomie 21, parce que c'est un problème de marketing. C'est un problème de marketing. Moi, je trouve que à la rigueur, ça pourrait s'apparenter à un thriller ou à un drame, à la rigueur.
Si vraiment je vais chercher quelque chose avec force et vigueur. Mais sinon, c'est pas un film d'horreur. Le moment où il y a vraiment de l'horreur, c'est vraiment le dernier moment qui dure 5 minutes où elle accouche. En plus, elle accouche sur un rocher. C'est surréaliste, l'accouchement. Elle vient de mettre la pâtée au curé. Elle lui a mis sa race, je le redis vulgairement. Elle lui a mis sa race au curé. Elle est épuisée, morte de fatigue. Elle a du sang. Elle sort par une grille. Elle a rampé avec le bidou énorme. Et là, elle accouche en pleine, au pied des remparts du couvent, sur un rocher, d'un monstre complètement hideux. Et là, elle le prend et elle le tue à coups de cailloux et elle mange et en plus avant de le tuer elle coupe le cordon ombilical avec ses dents. Eh ben oui, mais on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. C'est un peu comme MacGyver. C'est un peu comme MacGyver, mais sauf que MacGyver c'est du ruban adhésif et un couteau suisse. Donc bon. Au final, ce que tu décris, c'est quand même suffisamment violent pour justifier l'appellation de film d'horreur. 5 minutes, même si c'est 5 minutes, je sais pas. Si tu sais pourquoi, parce que cette classification elle est importante pour que des gens qui auraient l'intention, tu vois, ils seraient présentés comme drame. T'as des gens qui iraient le voir en disant tiens, ça vient interroger sur le rapport à la religion, etc. Ils iraient le voir et d'un coup, tu sais, ils seraient au milieu de cette scène de carnage épouvantés, en train de hurler et de voir sortir. Et donc, je pense que par rapport à ça, ils sont obligés de le classifier comme ça. T'as peut-être raison, et je pense que tu as raison. Et par contre, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Mais ça vient interroger effectivement la crise de la foi, parce qu'on voit un curé qui est prêt à tout pour relancer la foi chrétienne, et même il sait même pas si c'est vraiment une relique du Christ. Ça pourrait être une relique d'un mammouth, ce qu'il a, ou d'un homme de Néandertal. Il est pas sûr vraiment. Et puis tu te demandes pourquoi il veut relancer cette foi comme ça, alors qu'il semble ne pas en avoir compris les valeurs. C'est beaucoup ça. Et elle est prise dans tout ça. Et la pauvrette, elle déguste dans le dernier quart d'heure du film, elle déguste la poire. Et c'est souvent le paradoxe qu'on voit, pour moi, sur les questions de foi, entre des thèmes, des valeurs, des règles qui viennent parler d'acceptation de l'autre, d'amour universel, etc. Et où dans la pratique, on voit beaucoup dans le quotidien que ça peut être dévoyé par des gens qui pratiquent et qui oublient les fondements de leur foi et qui se servent plutôt des textes religieux pour revendiquer davantage de droits pour eux, quitte à rejeter l'autre. Alors là, on est plutôt, tu vois, sur un homme qui a tellement la foi et qui croit tellement en Jésus et au dogme de l'Église catholique, qui sent que la foi catholique est en retrait. Et il dit, il faut que je trouve quelque chose pour la relancer parce que c'est le meilleur truc du monde. Tu vois, pour lui, c'est son opium, en fait. Et sauf qu'en même temps, il n'est pas capable de s'appuyer dessus pour prendre soin de l'autre. C'est exactement ça. Et en même temps, il franchit la limite. Et oui. Il franchit la limite et il franchit toutes les limites. C'est-à-dire, il joue à Dieu alors que il joue à Dieu réellement. Puisque là, on est vraiment sur de la manipulation génétique au final. Et puis, au-delà de la manipulation génétique, on est encore sur une histoire d'un homme qui fait subir une agression sexuelle à une femme, en fait. Alors, c'est une insémination artificielle, alors du coup, oui. En tout cas, elle n'a pas choisi, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'elle aurait choisi autre chose. Donc, il lui impose quelque chose. Oui, parce que sa foi est au-delà de tout. Donc, il pense que c'est Dieu qui lui dicte ses actes dans le film. Donc, il se permet tout au nom de Dieu. Et à un moment donné, il franchit les limites que même Dieu ne lui demande pas. Donc, je pense que Dieu n'est pas censé inculquer le fait d'imposer aux autres la foi, d'imposer aux autres des actes sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Enfin, j'espère. J'espère aussi. En tout cas, le film va passer à la postérité pour moi. On en reparlera peut-être dans quelques années. Mais je pense qu'il va passer à la postérité. Donc, si vous pouvez ne pas aller le voir, n'y allez pas. N'achetez pas le DVD. Non, moi je dirais autre chose. Au contraire, ça m'intéresse. Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà vu. J'étais sûr. Mais oui,
pour que ceux tu qui, appellerais à la dissension. ceux d'entre vous qui l'ont déjà vu ou ceux qui comptent le voir, ce serait intéressant d'entendre vos opinions, savoir ce que vous en avez pensé et de pouvoir comparer avec ce que nous en a dit Fred et ce que vous vous retrouvez dans son analyse du film. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un parallèle avec l'île du docteur Moreau où on joue sur l'ADN, etc., avec une dimension un peu religieuse. Et moi, ce genre de film, alors l'île du docteur Moreau, il y en a eu 20 millions de versions aussi. Hein. C'est comme le conte de Monte Cristo, on fait un remake, du remake, du remake, du remake, du remake. On n'apporte rien. T'es sûr qu'il y en a tant que ça? Oui, il y en a 20 millions, j'en suis sûr. Et de ce fait-là, moi, c'est vraiment ce côté de l'humanité qui pourrait me faire peur. Jouer à Dieu, c'est jamais très bon. Je pense la nature, elle est tellement bien faite qu'à un moment donné, elle est au-delà. Alors peut-être qu'on est des produits de laboratoire, on va savoir, peut-être que c'est les extraterrestres qui nous ont mis là pour nous observer, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que la nature, elle est assez bien faite pour ne pas... bon, il y a toujours des petits couacs hein, dans la nature, c'est évident. Je suis pas en train de dire que tout est beau, tout est rose. Mais en tout cas, jouer à l'apprenti sorcier, c'est jamais très bon. Ça te fait peur, ça. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, moi, dans tous les films et les films qui me font le plus peur. Les scientifiques en herbe. C'est ça, c'est tous ceux qui jouent à l'apprenti sorcier parce que on pourrait, avec l'avancée actuelle de la science, je pense qu'on pourrait déjà le faire, ce genre de choses. Cloner des gens, on a bien cloné des animaux. Je pense qu'on n'est pas très loin, voir si c'est peut-être déjà arrivé, on n'est pas au courant de cloner des êtres humains ou des parties d'êtres humains pour pouvoir, par exemple, les personnes amputées, on pourrait recloner le bras, comme savoir, dans le film The Island. Peut-être. Hein. Mais et ça me fait ça me fait vraiment peur de jouer à l'apprenti sorcier. Et ce qui me fait peur, moi, chez les êtres humains, c'est le côté psy, des maniaques, psychose, etc. C'est pour ça que je suis assez impressionné par Psychose depuis ces années. Et c'est vrai que la dernière scène, c'est vraiment le mal qui se cache au fond de l'être humain. Après, il faut mettre un bémol aussi sur ces questions-là, dans le sens où c'est vrai qu'au cinéma, et en particulier dans les films d'horreur, on a tendance à montrer la maladie mentale sous un versant inquiétant, menaçant et de violence. Et ce que montrent les statistiques sur des personnes qui souffrent par exemple de schizophrénie, c'est que elles sont plus souvent victimes d'agressions qu'agresseur, même si c'est vrai que dans les journaux on aimerait nous faire croire le contraire et que dès que quelqu'un qui semble souffrir d'une forme de schizophrénie ou de ce genre de maladie mentale agresse une personne au couteau, on dit vous voyez bien la maladie mentale, c'est pas forcément vérifié par les chiffres et ça il faut pas l'oublier parce que si on se contentait des infos et des films d'horreur, on se dirait bah tous les gens qui ont une maladie mentale il faut les éviter. Non, c'est pas ce que je dis moi. C'est pas ce que tu dis toi. C'est pas ce que je dis, mais j'en profite pour rebondir parce que c'est important de le dire. Quand tu vois le nombre, par exemple, de tueurs en série au fil de l'histoire, parce que c'est pas nouveau les tueurs en série, c'est juste que maintenant on en parle un peu plus, c'est plus médiatisé. Il y en a toujours eu. Il y a eu Landru, il y a eu des rois, il y a eu des reines qui ont tué, je sais pas combien. Oui, mais ça c'était pas des gens qui souffraient de schizophrénie ou de ce genre de choses. Non, mais c'est quand même une maladie mentale. Quand tu vois la comtesse. C'est des sociopathes. Non, mais au-delà de la sociopathie, c'est au-delà de la sociopathie, quand tu vois qu'il y a une comtesse qui a tué des centaines de gens parce qu'elle pensait que le sang des jeunes, ça la rendrait plus jeune et que ça la garderait en vie, c'est plus que de la sociopathie, ça, c'est une maladie mentale. Si, c'est une sociopathie dans le sens où c'est des gens qui ne font pas la distinction, ou du moins ils font la distinction entre le bien et le mal, mais ça ne leur fait pas de soucis, ça ne les intéresse pas, ils sont dénués d'empathie. Oui, mais là, non, ils sont pas dénués d'empathie, ils sont dénués d'empathie pour leurs victimes, mais ils peuvent avoir de l'empathie pour d'autres personnes, parce que cette fameuse comtesse dont j'ai carrément oublié le nom et j'en suis désolé, elle avait de l'empathie parce qu'elle avait des enfants qu'elle protégeait et elle avait un mari qu'elle aimait et non, c'est vraiment c'est vraiment, alors je sais pas, je suis pas assez calé en termes psy, donc j'irai pas sur le terrain des termes, mais moi ce qui me fait peur dans l'être humain, c'est le mal qui est caché dans l'être humain, parce que même si tu dis que les chiffres
pourquoi pas, je te crois sur parole, il n'y a pas de souci. Mais il y a une partie des êtres humains qui ont quand même une tendance à être plus mauvais que d'autres. Tu vois les tueurs en série, ils ont certes peut-être pas d'empathie, mais ils ont aussi une pathologie. Bon, moi, des fois, j'ai pas d'empathie pour certaines personnes, c'est pas pour autant que je vais aller les Il faut igouiller. être prudent sur la Tu question vois? de la pathologie mentale, Moi, parce que c'est pas ce que je est-ce dis. que c'est classé dans le registre des Non, maladies moi mentales je ou te dis pas? pas que c'est de la pathologie mentale. Moi je te dis, moi je désigne ça sous le mal. Le mal à l'état brut pour moi, et c'est ce qui me fait le plus peur, c'est le mal qui est chez les êtres humains. Et du coup, quand je le vois dans les films, ça a plus tendance à m'impressionner, parce que souvent dans les films, c'est poussé à leur extrême. Donc, du coup, il y a de l'exagération. Ou des fois, il y en a pas, mais en tout cas, il y a souvent de l'exagération. Et moi, dans les films, en tout cas que je regarde, c'est ce qui m'impressionne le plus. Est-ce que tu as vu C'est l'être humain dans son côté dans mauvais. son horreur? Oui, dans son horreur. Est-ce que tu as vu le film Eden Lake? Non. Ne le regarde surtout pas, mon Si, je vais le pauvre. regarder Non, ne parce le que regarde j'aime pas. avoir peur. Non, mais tu vas en ressortir, mon Mais pauvre. c'est pas grave, je Tu vas regarderai. faire des Je cauchemars vais me pendant le des noter semaines. d'ailleurs. Non, mais Et j'aime. moi, je ne l'ai vu qu'une fois, celui-là, je le regarderai plus jamais. Moi, j'aime avoir peur. Ça me dérange. J'aime avoir peur. Mais le summum de la peur pour moi dans un film, c'est le mal qui est dans les gens. Ah bah là, tu vas être terrifié. Sur l'échelle du trouillard, tu mettras 9,5 voire 10. Et je vous en parlerai une prochaine fois. J'essaierai de le retrouver, soit sur Netflix, s'il y est, je sais pas, ou en DVD. J'irai voir dans ma Batcave. Mais en tout cas, Léonard va nous parler d'un duo de films. Oui, parce que je continue sur cette approche en duologie, sur des thématiques communes. Donc, je crois que j'en avais déjà parlé dans la saison 1, mais il y a deux grosses périodes dans l'année où je regarde plein de films. C'est l'été. Et donc, l'été, j'essaye surtout de regarder des choses un peu sur le registre de la science-fiction, du mystère, du thriller, etc. Et ce que les Américains appellent le registre du mindfuck. Donc, c'est des films qui viennent nous chambouler le cerveau et où on est pris complètement au dépourvu et on en reste bouche bée, on y repense longtemps après. Et donc la période pré et Halloween, où là je suis plus sur de l'horreur pure. Donc en ce moment c'est le cas effectivement. Oui, Et parce que Halloween arrive, je vous rappelle, bientôt, à grands pas. alors quand vous écouterez cet épisode, a priori on sera en plein dedans. Et là au moment de l'enregistrement, on n'en est plus très loin, on se rapproche bien quand même. Et ces deux films, je les ai regardés cet été, donc dans ma période mindfuck. Il y en a un que je voulais regarder depuis longtemps, qui est un peu plus ancien, qui est Mister Nobody, avec Jared Leto. Oh. Donc Jared Leto, qui est un acteur sur lequel j'avais pas forcément trop d'avis jusque-là, et que maintenant je supporte plus trop, mais c'est un peu... Non mais pourquoi tu le supportes pas, c'est pas parce que en fait, j'arrive pas forcément toujours à faire la distinction entre l'être humain et l'artiste. Ah. Et comme il y a des histoires assez cheloues avec des gens qui n'ont pas atteint l'âge adulte, j'ai beaucoup de mal avec cette personne maintenant, et donc ça teinte mon regard sur l'acteur. Mais j'avais très envie de regarder ce film donc depuis longtemps, et on m'en avait dit beaucoup de bien, et ça s'approchait de thématiques qui sont chères à mes yeux. Donc j'ai dit je vais quand même le regarder. Donc Mister Nobody, Nemo Nobody, c'est un homme qui a 120 ans, qui est sur le point de mourir et qui vit dans un monde où en fait la mort n'existe plus. On a effacé les maladies et donc la mort naturelle n'existe plus. Il est le dernier de l'espèce humaine qui s'apprête à mourir d'une mort naturelle. Et il est interrogé par un journaliste qui lui demande de revenir sur sa vie. Donc on le voit enfant, adolescent, jeune adulte. Mais la particularité du film, c'est qu'elle explore différentes lignes temporelles. On voit par exemple sa vie au moment de la séparation de ses parents, s'il était resté vivre avec son père. 2 secondes après, on va voir sa vie, s'il était parti avec sa mère, s'il était tombé amoureux de telle femme, s'il était tombé amoureux de telle autre. Différentes réalités. Exactement. Et le journaliste l'interroge en permanence en lui disant « Mais vous m'avez dit que vous étiez marié avec une telle, et là vous me dites que vous avez eu des enfants avec une telle. Quelle est votre vraie vie ?» Et lui répond « Mais elles sont toutes ma vie. »
Et il y a cette interrogation tout au long du film, avec l'exploration de ces alternatives, qui est mise en relief par une mise en scène qui est extrêmement inventive. Alors c'est un film qui devait avoir un budget assez confortable, et au niveau des images et des effets spéciaux, il a bien vieilli, et non seulement les effets spéciaux sont bien faits, mais c'est extrêmement créatif. Il date de quand le film? Je crois qu'il doit dater de 2010, si je ne me trompe pas. D'accord. Et il y a par exemple un plan de caméra où la caméra est face au miroir et puis d'un coup elle va traverser le miroir et lui sans le briser, bien sûr. sans le briser, etc. Il y a des images comme des hélicoptères qui transportent l'océan par gros morceaux rectangulaires et qui les déposent pour former l'océan, donc etc. C'est très très dynamique dans l'approche visuelle et très très créatif. Imaginatif. Très imaginatif, avec donc cette structure labyrinthique où on passe d'un morceau de vie à une autre, etc. Donc c'est vraiment le genre d'approche narrative qui me plaît en général. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Alors déjà parce que effectivement, Jared Leto, je l'ai trouvé pas bon vraiment dans le film. Je trouvais qu'il avait un jeu qui était très plat, indépendamment de ce que je pense de lui en tant qu'être humain. Il y a eu Même pas, hein, non mais Jared. il y a eu des films où je l'ai trouvé pas mauvais franchement, mais là j'ai trouvé qu'il était complètement plat et j'ai eu du mal à m'attacher au personnage à cause de ça. Alors par chance, c'est un film qui dure quasiment 3 heures. Hein. Et sur les 3 heures, il doit y être peut-être 1h45, 2 heures, puisque il y a tout un pan du film où on suit le personnage à l'âge de l'adolescence. Et donc c'est un autre acteur qui le joue, et le jeune acteur est par contre très très bon. Donc ça compense un petit peu, mais je me suis vraiment pas attaché à ce Nemo Nobody, et j'ai eu du mal avec le ton du film qui était très 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 dansant, très léger, etc. et qui pour moi convenait pas aux propos. Je sais pas, il y a eu une dissonance et finalement ça m'a pas pris aux tripes, ça m'a pas parlé. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé l'ambition, j'ai aimé l'approche narrative, les qualités formelles, mais vraiment c'est pas un film auquel j'ai beaucoup repensé. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Eh ben déjà parce que je me dis que peut-être d'autres personnes vont avoir envie de le découvrir parce que le concept les intéresse et que finalement, à eux, ça va leur parler. Donc voilà, il faut quand même en parler. Et en plus parce que ça m'a fait penser à cet autre film dont je vais parler maintenant, qui est plus récent, qui date de 2020. Là, on est quand même sur un concept un peu plus fantastique que horreur. Alors, on n'est pas du tout dans l'horreur, il n'y a rien d'effroyable là-dedans. Mais on est plutôt dans la fantasy ou quelque chose comme ça. Dans quelque chose de l'ordre, un petit peu de la science-fiction et du fantastique. C'est plus ce registre-là. Et non, c'est pas un film qui est effroyable, mais pourquoi est-ce que je l'ai mis en parallèle? Parce que le film suivant, lui, par contre, s'approche davantage du thriller, voire par certains aspects d'une forme d'horreur et d'horreur existentielle comme I Saw the Teveglo. Et les deux films sont très proches dans leur concept et dans ce que ça vient dire sur la vie, etc. Donc c'est pour ça que j'ai quand même parlé de Mr. Nobody. Donc ce film, alors il est très très peu connu et il a eu très très peu de succès parce que je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'il est sorti pendant la période Covid. Comment il s'appelle le film? Alors le titre original c'est The Education of Frederick Fitzel. Encore un Frédéric. En France, oui n'est-ce pas? En France, il est sorti sous le film très très banal de Flashback. Ah. Donc un nom qui sort pas du tout du lot et c'est dommage. Alors je dirais que je vais garder le nom Flashback pour faire plus simple. Il est moins spectaculaire dans sa forme que Mr. Nobody. Il avait sans doute un budget qui était aussi plus modeste. Mais pour moi, il est plus réussi. Il m'a beaucoup plus parlé, je le dis d'entrée. Il adopte davantage les codes du thriller. Il intègre une bonne part de paranoïa et il va amener le spectateur, autant que le protagoniste, à s'interroger presque en continu sur la réalité des événements qui sont décrits. On va toujours se poser la question, est-ce que ce que je vois est réel? Est-ce qu'il hallucine? Est-ce que on est dans la réalité? Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, que d'autres spectateurs apprécient pas forcément parce qu'il y en a qui aiment les réponses claires et quand on est dans une narration qui est un peu moins linéaire,
ça passe ou ça casse souvent. Avec moi, ça a tendance à passer quand c'est bien fait. Et ben là, dans Flashback, passé et présent se mêlent assez souvent. On finit par se demander si le présent n'est pas qu'un délire créé par Fred, pas toi, mais donc le Fred du film, je l'ai échappé, ben. Sous l'emprise de substances. Et dès le début, dès les premières images, il y a quelque chose de l'ordre du cauchemar qui vient nous saisir, avec des images qui sont dans un premier temps dures à interpréter, mais où on sent l'angoisse du personnage, on sent qu'il a du mal à comprendre ce qui lui arrive, et donc de la même manière, nous en tant que spectateurs, on s'interroge et on peut se sentir aussi un petit peu oppressé par ces images qui ne sont pas claires, qui sont teintées de flou, qui sont rythmées par un montage qui peut être assez frénétique. Et il y a pas mal de suspense par rapport à ça, et des scènes que j'ai trouvées qui est vraiment mémorables. Il y a un passage en particulier qui j'ai trouvé extrêmement inventif, extrêmement bien fait, où en fait les Fred de deux époques différentes sont au même endroit et sont tous les deux en train de courir. Et donc le montage va alterner entre le Fred entre guillemets du présent qui se précipite dans le couloir d'un immeuble et le Fred du passé qui lui aussi est en train d'essayer de retrouver des repères, de se diriger dans cet immeuble un peu crasseux, un peu abandonné, dans lequel il s'est passé des choses qui ont l'air inquiétantes, qui ont l'air menaçantes et qui donnent ce côté effroyable qui pourrait presque relever de l'horreur, même si on est plus dans quelque chose de l'ordre du thriller. Et ça m'a saisi par contre. Mais ce que j'ai retenu le plus et qui m'est le plus resté en mémoire, c'est pas l'aspect effroyable, tant que ça, c'est plutôt le fait que c'est un film qui invite à l'empathie, au dialogue, à l'échange, et qui nous rappelle que le contexte et la perspective, ça vient donner un éclairage nouveau aux gestes parfois incompréhensibles de ceux qui nous entourent. Ça vient nous interroger sur la famille, l'amitié, etc. Et on se rend compte que souvent, les malentendus, les conflits, ils naissent parce qu'on n'a pas réussi à se comprendre, on n'a pas réussi à employer un langage commun, et donc on n'a pas réussi à dialoguer. Et c'est vraiment un des thèmes centraux de Flashback. La communication. Ça, oui. Et comme dans I Saw the TV Glow, c'est aussi la question d'avoir ce sentiment de passer à côté de sa vie, de pas être sur la bonne voie, d'avoir abandonné ses rêves. Là, d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises à un moment, au début du film, il démarre une nouvelle carrière et son employeur tombe sur des dessins qu'il a mis de côté en disant qu'est-ce que c'est ça? Il dit c'est des rêves de jeunesse. Et on comprend que il avait caressé l'espoir d'embrasser une carrière artistique et de devenir un dessinateur professionnel et que finalement, il a adopté un emploi alimentaire et qui payait bien et qu'il en a gardé beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets et ce sentiment de peut-être pas avoir pris la bonne direction. Et quand le film débute, il tombe nez à nez avec des souvenirs de lycée et notamment des photos d'une camarade de lycée. Un amour de jeunesse? Non, pas un amour de jeunesse, et c'est ça qui est intéressant. Alors, elle l'intrigue parce qu'elle a un côté mystérieux, elle sort du lot, c'est un peu l'outsider. Elle a une attitude qui dénote du reste de la troupe. Oui, il y a un peu de ce côté-là. Elle est assez incomprise, assez mystérieuse, et donc lui, il est attiré par cet aspect-là, mais sous un versant qui paraît plutôt platonique finalement. Et lui qui est en couple au moment du film, j'ai pas eu le sentiment que c'était une espèce de romance qu'il regrettait, mais plutôt que elle représentait le côté mystérieux, aventureux, et qui fait sortir d'un quotidien qui peut paraître ennuyeux et dans lequel on se dit, je me suis enfermé dans une prison dorée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles? Et cet aspect aventureux, mystérieux, il le fait renouer avec sa jeunesse un petit peu. C'est vraiment cette histoire de crise existentielle. Mais le film, il est sur les choix, alors. Beaucoup, et sur les choix, dans l'examen des choix qu'on a fait ou pas, tout à fait, et de se dire, est-ce que je pourrais revenir en arrière? Est-ce que je me trompe? Il est sur le regret. Sur le regret, mais il y a aussi ce questionnement de se dire finalement la partie du futur, ou du présent du moins, est-ce que c'est un futur qu'il imagine peut-être? Il y a des moments dans le film où on finit par se poser cette question-là. T'as dit qu'il était sorti pendant le Covid? Ouais. C'est ça?
Ouais, ouais. Donc il y a tous ces allers-retours qui sont faits en permanence. Et en fait, on découvre vraiment qui il est, ce Fred. On comprend son parcours et on s'attache à lui. Alors, non seulement parce que c'est bien écrit, c'est bien filmé, mais aussi parce que l'acteur Dylan O'Brien, qui est un acteur que je connais, je le connais, je l'avais déjà vu dans un ou deux trucs, mais je l'avais pas forcément beaucoup identifié. Et là, j'ai trouvé qu'il faisait vivre le personnage, il lui donne une réalité, il le rend crédible, il le rend réel. Et pendant tout le film, je me disais, eh ben je pourrais me reconnaître dans ce personnage, surtout que on l'a souvent évoqué dans le podcast. Hein. Voilà, moi j'écris des romans, etc. J'ai jamais lâché cet aspect, même si j'en ai pas fait une profession. Je continue. Pour l'instant, On sait jamais, hein. on sait jamais, Mais- rien n'est acquis. Non, mais La preuve. je l'ai jamais lâché pour le coup, par contre, contrairement au personnage. Mais du coup, je me reconnais dans cet aspect. Ben, il faut aussi trouver une forme de sécurité. Il faut aller dans une direction où on peut voir l'avenir sous un jour qui n'est pas oppressant. Et quand même toutes ces questions. Et si j'avais fait différemment, si je m'étais lancé complètement. Donc ça m'a vraiment parlé. Et en plus, esthétiquement, je trouve que c'est un film qui est moderne, qui est bien fait, et les musiques sont extrêmement marquantes. Et d'ailleurs, je les écoute encore assez régulièrement. Et elles me parlent, elles me prennent aux tripes. Et voilà, le film m'a pris aux tripes. Donc, il explore différentes possibilités, différentes vies possibles, comme Mister Nobody. C'est en ça que les deux sont proches, mais il est plus effrayant, plus inquiétant, plus effroyable. Il y a des moments où on se demande s'il n'y a pas un danger qui guette. Est-ce que cette fille elle est morte? Est-ce que lui il risque pas sa vie, etc. Il y a des images très cauchemardesques. Et vraiment, je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé davantage. C'est dommage qu'il soit pas plus connu. Je l'ai vraiment adoré. J'y repense encore régulièrement. Je l'ai vu il y a 2-3 mois maintenant, mais j'y repense fréquemment encore. Et j'ai beaucoup aimé. Et donc, c'était important pour moi d'en parler. Et j'ai fait le parallèle avec Mister Nobody. Entre les deux, il y en a un que j'ai trouvé bien fait, mais qui m'a pas pris aux tripes, et un que j'ai adoré. Eh ben, il vous l'a bien vendu celui-là. J'essaye. J'ai pas d'action dans le film, hein, mais Ouais, on a presque l'impression que tu as participé. Tu as dû le financer un tout petit peu quand même. parce que au niveau des thèmes abordés et de la façon te de le parle. raconter, c'est proche d'autres œuvres que j'aime, etc. Et puis c'est aussi proche de la façon dont je peux raconter certaines histoires. Et Fred qui est en train de lire quelque chose que j'ai écrit, Sans virgule. eh ben, ouais. mais mine de rien, ce que je raconte là, je me dis que ça a pu aussi te faire penser un peu à des choses que tu as lues, Oui, que j'ai écrites. mais je dirai rien. Non, tu diras rien, mais... Parce que j'ai pas encore fini. Donc, suspense. Mais c'est très différent. Pour revenir à la saison 1, Léonard avait lu un premier chapitre d'un de ses livres, qui n'était pas celui, qui que Fred n'était est pas en train de lire. celui que je suis en train de lire. Et les deux styles sont différents. Ah bah oui, il faut pas se Très répéter différent. non plus. Donc, je pense que Léonard a deux personnalités. À minima, bien sûr, à peut-être minima. même plus. À minima. Alors moi, est-ce que tu as fini avec ces Oui, deux absolument. livres? Alors pour ma part, je vais enchaîner sur un coup de cœur Netflixien. Ah, J'ai inventé plein de mots. Vous avez vu cette saison, je suis dans la création, c'est digne d'éloge. Et je vais vous parler d'une mini-série adaptée d'une œuvre du grandissime, de l'extraordinaire Edgar Allan Poe. Ah oui, effectivement. Elle se déroule en 8 épisodes qui portent tous un nom différent. Cette mini-série date d'octobre 2023. Elle est réalisée par Mike Flanagan, qui est connu du grand public pour avoir réalisé entre autres The Mirror, qui est aussi appelé Oculus. Oui, moi je l'ai vu sous ce titre-là. Oui, moi aussi, et je l'ai acheté en DVD Et en Le Miroir. Absentia aussi, il a fait qui est son premier film, qui est un film à petit budget, qui est très très bien, qui est passionnant. Oui, je trouve aussi. Et il a fait aussi Dr. Sleep. Alors excusez-moi pour l'accent, j'ai pas trop insisté, c'est la suite officielle de The Shining de Stephen King. N'empêche, il est super productif, Mike Flanagan, parce qu'en fait, il ne s'arrête jamais de tourner. Il s'arrête jamais. Et il a sorti des œuvres à un rythme incroyable. Mais il est pas mauvais, hein, j'aime beaucoup, moi.
Ah, je trouve que c'est un bon artisan. On sent qu'il est passionné Oui. par le genre et il sait raconter une histoire. Hein. Et je trouve qu'il a sa patte, en tout cas pour les séries, parce que sur Netflix aussi, je vous conseille, et c'est pas celle dont je vais vous parler, The Midnight Club, qui est une série Netflix que je vous conseille. C'est 10 épisodes, il n'y a qu'une saison, elle n'a pas été renouvelée, et c'est en fait des petits jeunes qui sont dans des groupes de... en fait, c'est un peu triste. C'est un peu triste l'histoire parce que ce sont des jeunes qui sont en phase terminale de leur maladie, donc l'issue c'est la mort, et les parents les envoient dans une espèce d'institut, et dans cet institut ils se racontent, ils sortent le soir de leur chambre en cachette et ils vont dans la bibliothèque et ils se racontent pardon des histoires d'horreur l'un après l'autre. Non, donc, mais ne nous en dis pas plus parce qu'il faut que tu retournes à ton sujet de donc base, voilà. qui n'est pas cette série, Non, même si mais tu nous as pas mis du l'eau à la tout. bouche. Mais celle-là est très bonne. On le note. Alors, le casting de cette série est composé du génialissime Mark Hamill, notre Luke Skywalker, un avocat que je ne recommanderais pas, mais pas du tout, de Bruce Greenwood, le patriarche qui a dans la déjà joué série. dans un film de Mike Flanagan Oui, sur Netflix. Tout à fait. J'ai plus le titre aussi. Jessie, je crois. Jessie, c'est ça. Et c'est une œuvre adaptée de Stephen King, que je vous conseille de lire aussi, qui est très 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 intéressant. J'ai pas lu le livre, mais le film était bien foutu. Alors moi, j'ai commencé le film, j'ai arrêté parce que j'étais assez déçu. Donc voilà, mais c'est parce que je suis un puriste de Stephen. C'est un grand fan de Stephen King. C'est mon dieu, et j'ai du mal à trouver les adaptations très bonnes. Et sauf Pet Sematary, que je vous conseille, la première version, pas le remake. Carla Juino, excellente dans le rôle de la faucheuse. Et qui tournait aussi d'ailleurs dans Jessie. Exactement, qui faisait l'épouse de Bruce, enfin l'épouse, oui c'est l'épouse. Qui faisait la Jessie titulaire, justement. Voilà. Et d'autres personnes qui jouent les enfants, ils sont 8 enfants, donc je vous passe tous les noms des enfants. Dans cette mini-série, vous suivrez une famille qui est à la tête d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques des États-Unis. Mais tu ne nous as pas dit c'est fait exprès. Ah d'accord, pardon. Cette famille est au centre d'une malédiction. Elle voit un par un mourir tous ses enfants dans d'atroces circonstances. Le patriarche, Roderick, joué, je vous le rappelle, par Bruce Greenwood. Donc j'allais en venir, Jessie, adapté d'un livre de Stephen King, et un film que je vous conseille aussi, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, c'est Double Jeu, ou en anglais Double Jeopardy, qui est un très très bon film de suspense, thriller et policier. Et tu sais ce qui est amusant, par contre, ça c'est une petite parenthèse que je fais, mais Mark Hamill, au-delà de Luke Skywalker, il est aussi connu pour avoir souvent fait la voix du Joker, l'ennemi de Batman, dans des dessins animés, dans des jeux vidéo, et Bruce Greenwood, il a fait la voix de Batman dans le dessin animé Batman the Brave and the Bold. Non, comme quoi ils se rencontrent à nouveau. En français, l'Alliance des héros. Ils se rencontrent à nouveau. Et donc le patriarche, il cherche à comprendre pourquoi toute la famille meurt les uns après les autres. Il ne tarde pas à découvrir qu'une femme de son passé est impliquée. Et c'est tout ce que je vous dirai. Mais ne nous spoile pas. Je vous en dis pas plus quant à l'intrigue, parce que sinon je gâcherai le plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que tu parlais un peu plus tôt de Jessie, qui est une adaptation de Stephen King, et là, donc, c'est une adaptation d'Edgar Poe. La différence, c'est que Jessie était déjà un roman qui se passait dans un contexte contemporain, et le film aussi, du coup, alors que les écrits de Edgar Poe donc ne se déroulait pas, c'était le 19e siècle. Et donc là, l'adaptation est remise au goût du jour dans un contexte contemporain. Oui, mais Edgar Allan Poe, il est facilement transposable à notre époque. C'est vraiment, il y a beaucoup d'œuvres qui sont très transposables. Oui, puisqu'il il s'attarde sur l'âme humaine. Donc c'est ça. Finalement, l'âme humaine n'a pas beaucoup changé au fil des époques. Là, nous sommes restés aussi horribles et effroyables. Donc voilà. Les personnages sont tous différents. En effet, les 8 ou 9 enfants, je ne sais plus combien il en a exactement, ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur chemin de vie, et ils ont une histoire aussi très particulière avec le patriarche. Donc ça rend certains personnages sont très très attachants, d'autres sont vraiment exécrables, et on a envie
de les prendre et de leur mettre des claques. Et on est bien content qu'ils meurent des fois. On attendait ça avec impatience. Exactement. Les morts de chaque personnage sont variées et toujours en lien avec leur histoire de vie et leur histoire liée au patriarche. Comme dans Seven. Ça, c'est pas... Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça, parce que sur Je Seven... n'ai pas vu la série, hein. Sur Seven, on était sur les 7 péchés capitaux et chaque victime était liée à un des péchés capitaux. Alors que là, on est vraiment sur leur histoire de vie et leur peur de certaines choses pour certaines. Donc c'est assez intéressant parce que ça fait un peu comme plutôt à rapprocher pas trop de Saw, mais dans la diversité des morts, plutôt de Saw. D'accord. Ce qui est plus intéressant. Et c'est toujours filmé. J'emploie le terme vraiment parce que je le pense, c'est toujours très classe. Les morts sont toujours très classe. Et les morts n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe. Il y a toujours, au moment où il va mourir, il y a toujours une escalade de tension dans la mort. Et la mort arrive vraiment quand la scène est à son plus haut paroxysme. C'est un ballet de la mort. Mais on peut dire ça, c'est un ballet de la mort et c'est vraiment, ça prend même la mort. Les scènes de mort vous prennent aux tripes parce que ça va toujours crescendo. Et après, ça retombe comme un soufflé. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. On est toujours sur ces scènes-là, on tend souvent vers du gore, mais on ne franchit jamais la limite pour aller dans le gore. Et c'est toujours très limite. Et c'est ce que je disais, où elles sont classes. Et je trouve que ça rend la scène classe de ne pas franchir cette limite. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? La série, elle arrive aussi à traiter de problèmes sociétaux tels que les liens familiaux. C'est compliqué d'être dans une famille où il y a énormément d'enfants. Ah la oui, fratrie, 8, ça commence à faire beaucoup. avec des mariages et des remariages. Et c'est encore, assez ils sont compliqué. riches. Et ils sont riches. La crise des opioïdes aux États-Unis, c'est des médicaments pour traiter la douleur, comme la morphine, le tramadol. Donc ça met beaucoup l'accent sur ça. La mise en scène, pour moi, elle est soignée du début à la fin. Il n'y a pas un épisode que j'ai trouvé en dessous de l'autre. Et dès le début, le décor est planté. C'est un décor qui est raffiné et qui est sombre à la fois. Ça ressemble un peu au manoir pour toi, un peu de Batman, sans le côté un peu gothique de l'histoire, mais très sombre, avec beaucoup de boiseries. C'est il y a assez classe aussi, parce qu'il y a un côté très moderne par certains personnages. Donc j'ai trouvé les décors mais magnifiques, la mise en scène très soignée, chaque protagoniste est étudié avec soin, ce qui permet de ne pas trop tomber dans des clichés et on peut toujours s'identifier à un des personnages. Il y a des gays, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a un chinois. Enfin, c'est très varié et chacun vraiment est travaillé pour avoir sa propre personnalité. Ça n'a pas dû plaire ça à la foule anti-woke. J'en sais rien, mais moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un bon panel de la société. Ça représentait très bien la société, sans aller dans les clichés du gay, sans aller dans le cliché de l'asiatique, sans aller dans le cliché du musulman, etc. Ça sonnait vrai. Ça sonnait vrai. C'était vraiment. C'était pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est une comédie, donc c'est satirique, c'est rigolo quand même. Ils évoluent tous dans des milieux différents et liés à leur passé commun ou par des souffrances qui résultent d'une éducation soit autoritaire, soit d'un sentiment d'abandon. Et ça, c'est important parce que c'est au centre des relations qu'ils ont avec leur père et, entre guillemets, leur mère, parce que la femme qui vit avec le patriarche, c'est la mère de certains et pas d'autres. Donc, il faut suivre aussi les relations familiales. Donc, ce que je disais, les décors sont somptueux, ils respirent l'opulence. Même la maison abandonnée où le patriarche raconte son histoire, elle est simplement... elle est abandonnée, mais elle est belle. Elle respire la beauté, je trouve. Et je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Les jeux d'acteurs sont très très bons et les mises en scène des morts terribles. Les effets spéciaux, quant à eux, sont pour ma part excellents. Franchement, il y a rien à redire. Un seul conseil. On t'écoute. Enfourchez votre destrier, votre télécommande et foncez dans votre canapé. Faites-vous un bol de popcorn. Prenez quelques sodas, éteignez toutes les lumières de la maison et faites-vous les épisodes en
une seule soirée. Ah ouais, mais tu as dit qu'il y en avait 10? Il y en a 10, mais c'est 1 heure. Ah bah oui, mais ça fait quand même 10 heures. Tu commences à 20h du soir et tu commences comme ça. Et je vous assure, c'est des frissons et du suspense Mais tu l'as fait, garanti. toi, tu les as regardés Moi, je les l'ai 10 fait. d'affilée? Je l'ai fait. Ah ouais. Et du coup, je me suis régalé. J'ai pas d'autre mot à vous dire. Je l'ai fait, j'étais tout seul en plus dans la maison. Là, j'ai fermé la porte, j'ai fermé les volets, j'ai éteint les lumières. Heureusement que j'avais Manoirod avec moi. Et du coup, franchement, il y a des moments où on est vraiment pris aux tripes par la peur. Et ce qui est beau, c'est que la faucheuse, l'actrice qui joue la faucheuse, elle est terrifiante. Elle est à la fois douce par moments, mais elle emploie cette douceur pour aller vers la mort. Et il y a rien de plus angoissant que ça, je trouve. Elle arrive à embarquer chaque personnage pour les amener là où elle veut et pour les amener vers une mort certaine, puisque elle, c'est vraiment c'est vraiment la faucheuse incarnée. Donc, je vous la conseille. C'est une des meilleures séries que j'ai trouvé sur Netflix. Alors après, juste pour faire une petite digression, vous pouvez aussi aller voir la série. Il y a deux saisons. J'ai du mal avec The Haunting of Bly Manor et la deuxième saison c'est The Haunting of je sais plus. C'est pas Hill Manor? Non, je crois que c'est Bly Manor. Et mais les 2 saisons, vous pouvez aussi fermer les volets, bol de popcorn, soda, éteindre les lumières, le même rythme, et vous passerez 3 merveilleux moments. Bon, ce que vous faites en gros, c'est que vous allez sur Netflix, si vous avez Netflix, à rechercher, vous tapez Mike Flanagan, aussi. Vous mettez tout dans votre liste et vous enchaînez pendant un mois. Et vous restez chez vous et vous prenez un congé. Mais en tout cas, moi, sur l'échelle du trouillard, j'ai mis 9,5 parce que je me suis régalé avec la Maison Usher. C'était la chute de la Maison Usher. Ça porte bien son nom en plus. Il nous explique toute la montée de la famille Usher jusqu'au plus haut sommet des entreprises pharmaceutiques. Et à la fin, on arrive vraiment sur la fin de la fin. Donc, puis en plus, ils vivent dans une maison, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, allez-y, foncez. Bon, merci Fred pour ce beau commentaire. Tu nous as bien donné envie. Alors là, pour ce premier épisode, j'avais demandé à Fred s'il pouvait m'imprimer mon texte parce que j'avais plus d'encre à la maison, donc il l'a gentiment fait, etc. Et quand il a sorti les feuilles, il m'a dit: il va falloir te restreindre pour ce premier épisode parce que ça va être trop long. Et donc il m'avait dit aussi, quand on discutait entre 2 saisons, ce serait bien qu'on fasse des épisodes plus courts cette année. C'est vrai. Peut-être 1 heure, voire même dans les 20 minutes. Et donc là, je suis en train de regarder le temps qu'on a mis. Je constate qu'on est à peu près à 2 heures. Et pour vous donner une idée, je n'ai parlé que de 1/3 de ce que j'avais écrit, en vérité. Et je crois que c'est pareil pour Fred. Mais Léonard va tout nous couper un peu comme ça sera mieux. Eh là, mais c'est surtout que ça sera mieux. L'épisode sera différent de ce que... Bon, en tout cas, j'ai écrit toujours plus que prévu. Donc, je ne vous ai pas tout dit. Je crois que toi non plus, tu n'as pas tout dit ce que tu avais prévu. Alors moi, pour ma part, j'ai encore un film et je pense un livre, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Un livre et un film, ou un film et un livre, peu importe l'ordre. Eh ben, peut-être qu'on fera un 2e épisode spécial où on parlera des autres choses qu'on avait prévues, peut-être en milieu de saison ou quoi, on verra. Mais pour aujourd'hui, je crois que ce sera déjà pas mal pour un épisode d'intro. On peut s'arrêter, je pense. Et certainement que là, on n'en a pas encore décidé, mais si ça se trouve, vous êtes en train d'écouter la 2e partie de l'épisode, c'est bien probable. On a été bien content de vous retrouver. On vous remercie encore d'être venu vous attabler à notre buffet froid. Et n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.